Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, nous sommes ravis d'être là et de vous voir aussi nombreux pour ce sujet qui était pour le coup un peu décalé par rapport au Hacking Lab. Donc super d'être restés et d'être venus. Alors nous sommes Adi et Diane. Vous n'êtes pas venus pour qu'on se présente pendant des heures, on le fera un peu plus tard. Mais vous êtes venus pour avoir quelques idées de sensibilisation interne à faire dans vos organisations respectives. A fortiori, si vous avez des petits déjeuners à organiser, un certain cybermois à organiser qui dure quand même un bon moment et pour lequel il faut avoir toujours plein d'idées. Et puis, beaucoup d'entreprises organisent aujourd'hui des semaines de la cyber, donc ça bouge, c'est bien, mais faut-il encore avoir des idées? Alors, nous, on a une petite question à vous poser. Ça ressemble à quoi, les sensibilisations dans vos organisations? Vous pouvez me dire aussi qu'il n'y en a aucune. Hein. Ça ne me surprendra pas forcément. Nous, chez Equance, on fait de la sensibilisation via des escape games. Ok. Quoi d'autre? Qui d'autre a expérimenté des choses un peu qui sortent un peu de l'ordinaire? Ah, il y a un jeune homme là. Casque de réalité virtuelle, très bien. Ok. Ok. Qui d'autre est en panne d'idées et qui aimerait un peu renouveler le genre? J'imagine qu'une bonne partie d'entre vous, c'est pour ça que vous êtes là. Qui a déjà fait une campagne de phishing? Ah bah voilà. Ok. Ça marche bien les campagnes de phishing. Intervention d'experts aussi peut-être? Ok. Des jeux, serious game, etc. Des jeux de plateau aussi éventuellement? Ouais. Bon, il y a de bons élèves là. Ok. Eh bien, nous, quand on pense à la sensibilisation, on a une image qui nous vient en tête, c'est celle-là. Pourquoi? Parce qu'on nous dit souvent qu'expliquer la cyber aux non-techniciens, c'est s'adresser souvent à des enfants de moins de 12 ans. Eh bien voilà, la preuve. C'est effectivement nous ce qu'on fait. On essaye d'expliquer la cyber, non pas comme à des enfants, mais on va utiliser les enfants, c'est moche, je sais, on va utiliser les enfants comme vecteur de sensibilisation dans les entreprises et on va essayer de vous le prouver aujourd'hui, vous montrer à quoi ça ressemble. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez ce petit garçon, c'est Charlie Bucket, de Charlie et la chocolaterie. Eh bien, vous voyez cette photo, elle est prise au moment où il a gagné son golden ticket et qu'il va rentrer dans l'antre de l'usine de Willy Wonka pour aller découvrir, peut-être espère-t-il découvrir toutes les recettes de ses chocolats préférés. Eh bien, nous, c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment à l'attention des DPO et des RSSI, c'est d'offrir plein de golden tickets pour permettre aux salariés de venir avec leurs enfants en entreprise et de faire de la sensibilisation à la cybersécurité. Et alors, ouais, on a eu la chance de le faire dans pas mal d'entreprises et on a eu la DPO de l'entreprise STET qui ne pouvait pas être présente, mais qui nous a fait un témoignage. Et ce témoignage, ça va être un peu le fil conducteur de cette petite demi-heure. Donc on va vous présenter déjà son premier retour et pourquoi finalement elle a choisi ce type d'atelier. Alors, bon, malheureusement on a un petit problème technique, c'est toujours l'effet démo, c'est toujours comme ça. Donc Frédéric Durando nous avait fait le plaisir de nous faire quelques vidéos. On va essayer de réparer ça. Alors en fait Frédéric, je l'ai connu à l'époque où on a fait une conférence justement sur l'acculturation de la cybersécurité à l'AFCDP et on avait parlé effectivement de tout ce qu'on pouvait faire dans le cadre de sensibilisation avec des ateliers mixtes enfants salariés. Et elle a voulu tenter l'expérience. Et donc, on a fait ça il y a quelques temps. Et alors, nous, notre... Bon, ça ne marche pas. Nous, on va dire ce qu'on poursuit, c'est l'imprégnation de l'utilisateur. Alors, pourquoi imprégner l'utilisateur ?
parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et c'est ça, faire de l'acculturation. On ne parle plus aujourd'hui de sensibilisation. La sensibilisation, c'est top-down. Voilà, on essaye d'attirer un public sur une question. Aujourd'hui, la cybersécurité, la sécurité numérique du plus grand nombre, elle a pris une autre dimension, et il est hyper important qu'on aille au-delà de la sensibilisation et qu'on aille vraiment vers de l'acculturation. Alors c'est vrai qu'en plus, on entend beaucoup râler, on parle beaucoup d'échecs de la sensibilisation. Et Einstein disait la folie, c'est toujours de faire la même chose en attendant un résultat différent. Donc on s'est dit qu'on allait essayer autre chose, de passer par un canal complètement différent pour essayer de rétablir la sensibilisation, de la remettre vraiment au cœur du village de l'entreprise. Donc c'est quoi l'acculturation finalement ? C'est quoi la différence ? C'est que là, on s'imprègne vraiment, on cherche à chercher ce qui va être un écho chez l'utilisateur. C'est faire donc des considérations de sécurité, vraiment une partie intégrante de son travail, chercher ses valeurs, quelles sont les valeurs de l'utilisateur, du salarié, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses contraintes. Parfois, on applique des règles de sécurité qui ne vont pas avec effectivement la façon de travailler. Donc ça, tout ça, ça s'organise. Et puis, l'acculturation, c'est quoi aussi ? C'est avoir des indicateurs de performance par rapport à ce que on attend de sa campagne. Ça, c'est important de voir ce qu'il en ressort. Donc pourquoi nous on fait ça ? On a quand même une petite légitimité parce que l'association rencontre quasiment 3000 à 4000 enfants et adolescents par an. C'est pour ça que je voulais pas trop qu'on se présente au début, mais l'idée c'est d'aller évangéliser les plus jeunes, de leur apporter en fait effectivement cette connaissance, que ce soit dans les écoles et avec quel support ? Eh bien avec des ressources pédagogiques qui vont bien. Et donc on a cette fabuleuse opportunité d'aller les voir et surtout de discuter avec eux. Et discuter avec les plus jeunes, ça nous permet forcément de comprendre comment ils raisonnent et de l'utiliser après, effectivement, dans les sensibilisations, également en entreprise. Donc juste ici, pour bien préciser comment on fonctionne. Donc une entreprise qui organise un Kids Day, par exemple, pour faire découvrir les métiers de papa-maman aux enfants des salariés, organise toute une journée ou une demi-journée où on leur fait plein d'activités, on leur montre, on leur illustre le travail de papa-maman, que ce soit dans la banque, dans l'assurance, dans l'industrie. Après, il y a des ateliers parfois de codage, de robotique, et nous, on peut venir nous greffer à ces journées-là. Et pendant 1 heure, on a des salariés accompagnés de leurs enfants dans une même salle. Et ça a beaucoup de vertus, parce que, comme on l'a dit, on a souvent prêché pour que la sécurité soit expliquée au métier et au COMEX comme elle le serait à un enfant de 12 ans. Donc là, ça tombe bien, il y a des enfants de cet âge-là qui sont dans la salle. Donc ça oblige celui qui intervient à faire preuve d'empathie, à faire preuve de pédagogie, et surtout à se mettre au niveau de l'enfant quand il explique ces concepts-là. Donc ça, c'est une première vertu. Une deuxième vertu, c'est qu'on peut être une très grosse ponte dans l'entreprise, craint de toutes et de tous. Quand on est accompagné par son enfant dans un atelier pareil, on redevient l'égal de tout le monde. Parce que l'enfant qui accompagne ce membre du COMEX, par exemple, qui est craint de tous, cet enfant n'a pas de filtre, comme tous les enfants. Et donc, on voit qu'il y a une égalité par rapport aux règles, par rapport aux messages de sensibilisation, qui a beaucoup de vertus. Souvent, on rencontre dans des entreprises des dirigeants qui s'affranchissent de la charte, qui se disent ça s'applique aux autres, ça ne s'applique pas à moi. Moi, je veux que mon iPad soit connectable au système d'information. Moi, je souhaite apporter mon propre device. Donc les règles, c'est pour les autres. Donc là, c'est très important d'installer le temps d'un atelier, une sorte d'égalité par rapport aux règles, parce que les enfants ne vont pas avoir de filtre et à un certain moment, ils peuvent dire mais il faut qu'on respecte ces règles. Donc les enfants, ils ont encore ce souci du respect des règles et des lois. Peut-être à la fin, on essaiera de vous repasser le témoignage, peut-être en une traite. Oui. Alors, ce qui est également très, très intéressant dans cette histoire, c'est que quand on intervient en établissement scolaire, par exemple,
on intervient auprès des 6e, des 5e, on dit qui a 13 ans dans cette salle. Ils nous regardent comme ça avec de grands yeux en disant mais madame, monsieur, vous savez pertinemment qu'on n'a pas 13 ans. On leur dit très bien. On leur dit qui est sur les réseaux sociaux? Et il y a une écrasante majorité qui lève la main. On leur dit vous êtes toutes et tous hors la loi. Parce que vous savez, la loi en France dit clairement que si on n'a pas 13 ans, on n'a pas à être sur un réseau social. Donc on les amène vers une conscience de la loi et on leur montre en fait ce qui est sur le fronton d'une des épreuves mythiques de Fort Boyard. Dura lex sed lex, la loi est dure mais c'est la loi. Quand la loi ne me convient pas, je ne la contourne pas. Je peux manifester, je peux signer une pétition, je peux devenir demain un parlementaire et promulguer des lois qui conviennent mieux à toutes et tous, mais on ne contourne pas la loi. Donc on installe ça. Et on explique justement qu'aujourd'hui, il y a un constat, personne ne lit ce contrat qui nous lie aux plateformes. Personne ne les lit. Pourtant, c'est un contrat. Et on leur dit, papa, maman, quand il prend un prêt immobilier ou il s'apprête à acheter ou à louer une maison de vacances, celle ou celui qui lui tend un contrat, il va lire ce contrat. Comment ça se fait qu'ici, il lit, ou elle lit, et ici, on ne lit pas? Donc, on les amène vers cette conscience qu'il y a un contrat qui les lie, justement, à une autre partie. Et cet exercice-là, on le fait également en présence des parents salariés. Et c'est très intéressant de revoir le rapport qu'a l'individu par rapport au contrat et par rapport à la loi. Donc nous, on part du principe, et peut-être qu'on se trompe, que quelqu'un, un parent, qui va tricher sur la date d'anniversaire de son enfant pour lui accorder un accès à TikTok, est-ce que c'est un parent qui forcément va lire la charte et va questionner l'opposabilité d'une charte? Est-ce qu'elle est véritablement raccordée au règlement intérieur de ma boîte? Est-ce que je vais oser, moi, en tant que salarié non technicien, de dire que ce qu'il y a dans la charte comme jargon parfois technique, je ne le comprends pas? Donc je ne peux pas signer quelque chose que je ne comprends pas. Donc voilà, quelques clés pour également qu'il n'y ait pas de distorsion dans le rapport aux règles et la loi entre le monde de l'entreprise et, la vie des familles. Donc ça a beaucoup de vertus. Et ce qu'on fait également, c'est qu'en fonction des organisations, il y a des délégués à la protection des données et des RSSI qui nous disent « Moi, j'aimerais bien, pendant cet atelier, que telle ou telle règle soit mise en avant d'une manière particulière parce que j'ai beaucoup de mal à en véhiculer le sens. » Donc nous, on peut subtilement, justement, au cours de cet atelier, parler de ces règles-là et essayer de faire comprendre le sens aux salariés et aux enfants qui sont présents. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'en tirent finalement les participants de ces ateliers. Ça donne quoi d'emmener ces enfants le mercredi après-midi dans son entreprise et de les voir tous évoluer donc autour des salariés. C'est assez intéressant et si on arrive à passer la vidéo, elle vous l'expliquera mieux que moi. Mais donc, Madame Durando disait qu'elle a constaté quand même une chose très, très rigolote, c'est que tous les salariés qui sont venus avec leurs enfants se sont tus pendant un bon moment pour voir comment réagissaient effectivement leurs enfants face à ce qu'on leur disait. Et que finalement, beaucoup ont été très surpris. Parce que les enfants ont quelque chose d'assez qui leur est propre, c'est-à-dire que quand ils sont dans un écosystème qui n'est pas familier, ils ont tendance à beaucoup parler et à raconter beaucoup de choses. Et ils sont assez sans filtre et ils racontent finalement, parce qu'on leur pose la question, nous, ils ne nous connaissent pas, et on leur dit, voilà, qu'est-ce que tu as comme réseaux sociaux, comment tu te comportes en ligne. Et là, ça a été un peu une après-midi un peu sur le divan, parce que les enfants ont beaucoup parlé et ont révélé un certain nombre de choses à leurs parents. Et là, les parents ont pris conscience quand même que finalement, la sécurité, avoir un œil sur ce qu'on fait, c'est peut-être pas inutile. Et finalement, cette responsabilité parentale qui remonte à la surface de façon assez importante, notre boulot à nous, c'est de la transformer aussi en responsabilité professionnelle. Donc, c'est-à-dire de reprendre effectivement tout ce qu'ils ressentent vis-à-vis de leurs enfants et de le mettre aussi au profit de l'entreprise. Et ça marche assez bien. Parce que quand on est parent, forcément, y a une fibre qui résonne. Et
quand là, en l'occurrence, c'est arrivé chez Stet, mais une maman a découvert que son fils avait été banni de plusieurs réseaux sociaux après des comportements pas toujours très bons. Certains autres ont appris que leurs enfants étaient aussi inscrits sur des réseaux sociaux sans le savoir. D'autres ont appris des temps d'écran absolument colossaux auxquels ils ne s'attendaient absolument pas. Nous, ça ne nous surprend pas parce que c'est assez fidèle à tout ce que les enfants nous disent en établissement scolaire. Parce que là, Dieu sait qu'ils se lâchent. En établissement scolaire, ils se livrent beaucoup. Donc effectivement, tout ce qui est révélé permet évidemment d'ouvrir le dialogue dans la famille. Et ça, c'est très très important. Parce que je pense que vous serez assez d'accord avec nous, mais nous-mêmes, on est toujours là-dessus, très très souvent. Et on constate quand même que les enfants ont de moins en moins de temps d'échange, de qualité avec nous. On ne le fait pas forcément exprès, mais c'est vrai qu'on est souvent accaparé par le téléphone portable et il y a beaucoup d'enfants qui nous disent « mais moi, j'ai plus le loisir de discuter avec papa et maman ». Ils sont toujours en train de regarder soit leurs ordi, leurs tablettes ou leur téléphone. Bon, et ça, c'est une conscience à avoir aussi nous-mêmes. Il faut qu'on fasse attention. Je viens d'ailleurs d'écrire une chronique aussi sur l'hyperconnexion, notre hyperconnexion à tous, et ce que ça peut engendrer dans la famille comme dans l'entreprise. Et voilà, et ça, c'est des thèmes effectivement qui ont beaucoup d'écho chez les gens, mais faut-il encore qu'ils en prennent conscience et qu'on leur dise. Alors, juste ici également un complément au moment où il y a une porosité qui est très importante et de plus en plus importante, et le Covid n'a pas aidé dans ce sens-là, c'est que le télétravail se fait à partir du domicile, l'ordinateur ou la tablette pro est au domicile, et parfois les enfants insistent pour que, ici ou là, ils puissent regarder un film ou une série, ou se connecter, ou faire leurs devoirs, etc. Et donc nous, pendant ces ateliers également, on cherche également à communiquer aux enfants que papa, maman est tenu à certaines règles. Et donc, pour essayer de calmer leur insistance et leur dire que si papa, maman te dit non, je ne peux pas te prêter mon ordinateur professionnel, c'est qu'il y a des règles. C'est que papa et maman, ou la personne qui s'occupe de cet enfant, est tenu à respecter un certain nombre de choses, parce que s'il ne respectait pas les choses, il encourt des sanctions, et surtout, il mettrait en péril l'entreprise ou l'organisation qui emploie papa et maman, et donc l'emploi de papa et de maman. Donc on cherche justement, vu qu'il y a cette porosité, c'est de rapprocher ces mondes et de les nourrir les uns les autres d'un certain nombre de réflexes et d'enseignements et de rapports par rapport aux règles, aux chartes et aux lois. Alors pour vous présenter quand même de façon un peu plus à même donc ces ateliers, comment ça fonctionne. Donc ce sont des ateliers qui sont vraiment réservés pour le coup aux organisations, que ce soit des administrations, entreprises. On vient en présentiel, c'est beaucoup mieux, toujours là pour le coup. Donc en présentiel pendant 1 heure ou 2, donc dans vos locaux. Et l'idée, c'est d'inviter effectivement les salariés à venir accompagner de leurs enfants. Et c'est une espèce de programme finalement intra-entreprise, c'est-à-dire vous décidez de beaucoup de choses, de la tranche d'âge. Nous, on s'adapte énormément. On a l'habitude de parler du primaire jusqu'au lycée. On peut aussi parler à un écosystème d'enfants qui balaye tous les âges. Ça, on a l'habitude. Donc, c'est vraiment à l'entreprise de choisir ce sur quoi elle souhaite insister. Et puis, l'idée, c'est vraiment de pouvoir vraiment avoir un échange. Donc qui dit échange dit un nombre quand même limité de personnes. Il ne faut pas que ça dépasse 50 personnes, sinon on ne peut plus avoir cette proximité. Et même 50, c'est déjà beaucoup. Là, chez Stet, ils étaient une vingtaine et c'était très sympa. On a donc un fil conducteur et après, si vous êtes DPO, RSSI, peu importe, donc la personne qui commande effectivement les ateliers peut nous dire, voilà, moi j'aimerais bien aussi insister sur une règle de sécurité dans mon entreprise ou une règle sur la protection des données,
quelque chose effectivement en lien avec le sujet. Et à ce moment-là, on va l'intégrer à notre programme pour effectivement le traiter, mais toujours de cette façon un peu décalée. Donc, on fait une préparation avec vous et ça permet ainsi de respecter aussi vos contraintes. Nous, on a une règle, c'est qu'on ne remplace pas les parents, on n'est pas là pour ça. Hein, et on n'est surtout pas là non plus pour juger les comportements. Ça, c'est important. On a fait un livre, par exemple, pendant le confinement, où on parle, par exemple, d'un sujet qui plaît beaucoup aux ados, à savoir les nudes. Par exemple, on ne leur dit pas de ne pas le faire. Parce que leur dire de ne pas le faire, c'est les encourager à le faire, déjà. Nous, on préfère leur dire, faut éviter, mais si jamais, effectivement, il nous arrive une chose, comme par exemple d'être enfermé pendant des mois à la maison et qu'on n'a plus de contact humain, comment tu peux quand même continuer à avoir des relations sans te mettre en danger? Donc, on va leur apprendre à faire des nudes, mais par exemple de façon sécurisée. Bien, c'est vraiment notre approche aussi pendant les ateliers. On essaye d'aider. On essaye d'aider aussi les familles comme les entreprises à vraiment adopter des chartes, pas seulement écrites et allez, je fais signer et terminer. Non, on essaye qu'elles soient comprises par les salariés de la même façon que les chartes numériques de famille soient comprises par toute la famille. Ça, c'est vraiment important, cet accompagnement tout au long de l'atelier. D'ailleurs, il y a une association consoeur qui s'appelle Tralalaire, qui a sorti Faminum depuis un certain moment, Faminum, et qui permet justement de se connecter à leur site et en fonction des tranches d'âge des enfants et de leurs usages, de générer une charte des familles, une charte qui s'applique à tous. Donc voilà, aussi ce rapport à la charte dans la famille peut-être facilitera le bon rapport, le bon respect de la charte en entreprise. Donc, quelques mots sur l'association, mais vraiment en une phrase. Donc, on a créé cette association en 2010. Ça fait maintenant quelques années qu'on suit les familles et notamment les enfants et les adolescents. Donc, on a un pôle éducation qui se concentre sur 2 activités, enfin même 3. La première étant de faire des ressources pédagogiques. Donc, vous en avez quelques-unes ici. Donc, les As du Web, un cahier de vacances qui a été fait en 2018 et qui est vraiment le best-seller de l'association. Vous avez pour les collégiens un manga qu'on a fait, Snack News, qui a été lancé l'année dernière. On a lancé le premier tome l'année dernière. Et vous avez la chance, puisque vous êtes au FIC, de découvrir le tome 2, qui est en bas au niveau des racks des magazines. Vous pouvez vous servir, il est offert à l'occasion du FIC, donc c'est la suite de l'histoire. Mais vous pouvez le lire sans forcément avoir lu le tome 1, qui mêle en fait hygiène numérique et lutte contre la désinformation. Et enfin, un livre un peu plus conséquent, Envie de cyber, qui est disponible aux éditions Studirama, qui, là, pour le coup, est plutôt pour les lycéens et jeunes adultes et qui mélange aussi bien des conseils de sécurité que des conseils de réaction. Justement, je retrouve mon nude sur Internet, que dois-je faire? Et puis, alors là, on prêche un peu pour notre paroisse, hein, mais on vend aussi les métiers de la sécurité. Et on insiste beaucoup sur tout un volet de l'éducation au numérique, parce qu'on se rend compte que c'est bien de parler de sécurité, mais pour que les enjeux soient compris, faut-il encore que les enfants et les ados aient quand même quelques bases en éducation numérique. Voilà, quoi vous dire d'autre? Écoutez, comme le disait Frédéric, essayez, tentez l'expérience, vous verrez bien, et on répondra à vos questions avec grand plaisir. Merci Diane, merci Adi. On peut vous applaudir pour cette conférence introduisant les enfants et l'enfance dans les ateliers professionnels de sensibilisation aux multiples thèmes internes aux entreprises. Avez-vous des questions dans le public? Si oui, bien sûr, levez la main et puis n'hésitez pas non plus à prendre les flyers qui vous sont proposés. Alors, il y a une question. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. L'atelier est très original. C'est innovant. Ma question, c'était juste pour savoir, est-ce qu'après cet atelier, les employés, ils cliquent moins sur des liens malicieux? Est-ce
Ils vont mettre en place des mots de passe plus forts, ils vont renouveler leurs mots de passe, est-ce qu'ils vont pas utiliser des réseaux publics ouverts? Quel est l'impact de ce type d'atelier? Alors l'impact, il est mesuré par les délégués à la protection des données et les RSSI, ou les RH, qui seraient à l'initiative de cela. Et là, avec STET, on va avoir la chance l'année prochaine de revenir. Ils vont convier de nouveaux salariés, ils vont convier également les salariés qui étaient présents pour mesurer justement cet impact-là, que ce soit dans la sphère privée ou que ce soit dans la sphère professionnelle. Et ce que dit Frédéric, et malheureusement là, avec le souci technique, on ne va pas pouvoir vous le partager, c'est qu'elle dit comment cet atelier va servir sa mission de délégué à la protection des données. C'est-à-dire, elle part du principe que cet atelier, vu qu'il parle de données à caractère personnel de la famille, des enfants, des mineurs, ça va faire prendre conscience aux salariés de l'importance de la chose, et après, par transposition, ils seront plus soucieux des données à caractère personnel que leur confient leurs clients. Donc véritablement remettre le RGPD dans son essence, qui est celui de protéger les droits et libertés des personnes. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'on met en place justement d'année en année pour pouvoir mesurer les impacts de ces actions-là. Une autre question dans le public? Alors pour ma part, j'en aurais une. Elle concernerait le cadre légal sur lequel vous insistiez par rapport à la sensibilisation à la fois des enfants et des parents sur l'impact qu'ils pouvaient avoir lorsque l'on décidait de s'en affranchir ou qu'on tentait de le faire. On sait aujourd'hui que la question de la majorité est une question centrale dans les démarches et dans les discussions législatives actuelles, afin de notamment décider d'un cadre imposant aux sites réservés aux majeurs, d'avoir un protocole qui permette de certifier que l'utilisateur qui s'y rende soit majeur. Comment abordez-vous cette question et comment envisagez-vous finalement cette projection dans cette question majorité, minorité et comportement sur Internet? Alors ça, c'est effectivement une grosse question, l'âge. En plus, on ne peut pas dire que la loi soit particulièrement simple dans le sens où on a un certain nombre d'âges différents en fonction des utilisations. L'accès à la pornographie est un sujet, l'accès aux réseaux sociaux en est un autre. Et c'est vrai que moi, je me mets à la place de quelqu'un qui n'y connaît rien. Vous allez sur un Apple Store, on va vous donner un âge. Ça va être 12 ans, vous ne savez pas à quoi ça se rapporte. Vous allez sur les CGU, on vous parle de 13. Vous allez voir la loi, on vous parle de 13. Vous allez voir les CGU de TikTok, vous avez 3 âges différents, 13, 16, 18, en fonction des fonctionnalités. Mêlé à tout ça, effectivement, des plateformes qui ne font pas toujours ce qu'il faut pour que l'utilisateur soit en capacité d'être contraint par cet âge. Donc en gros c'est le flou artistique. Nous ce qu'on essaye de faire effectivement, c'est de remettre vraiment la loi, hein, ce que l'enfant doit respecter, et c'est pas parce qu'il va pas se faire arrêter par la police à la sortie du lycée qu'il ne craint rien, parce que c'est souvent la réponse qu'on nous donne. Après tout, moi, je ne risque rien, de toute façon, personne ne va me dire quoi que ce soit. Donc ça, c'est vraiment un problème. Hein. Et après, on essaye aussi d'avoir un volet d'influence, c'est-à-dire d'essayer d'aller voir les responsables, de discuter avec les plateformes. On est en lien notamment avec Facebook. On essaye de leur remonter tout ce qui ne va pas vis-à-vis de cet âge. Parce qu'on peut faire tout ce qu'on... Nous, à notre échelle, on peut faire des choses vis-à-vis des enfants et des familles, mais on ne peut pas se mettre à la place ni effectivement du législateur et encore moins à la place des plateformes. Donc il faut leur remonter, et ça c'est un peu notre côté influence pour ce qu'on défend. Essayer de faire remonter tous ces problèmes et puis d'essayer de coordonner aussi tous les éléments juridiques, toutes les nouvelles lois entre les lois là, qui vont, que ce soit le DSA, le DMA, toutes ces lois qui peuvent nous aider à réglementer les plateformes doivent être mises en place, et en essayant vraiment de rationaliser, si vous voulez, effectivement ces accès pour que ce soit beaucoup plus clair pour l'utilisateur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Et pour l'enfant, et véritablement, c'est une phrase en latin qui fait toujours son effet. Ils regardent quasiment tous Fort Boyard, dur Alex, sed lex. Et ils connaissent la traduction. La loi est dure, mais c'est la loi. Moi, je te dis juste ce que dit la loi dans ton pays. Libre à toi, après, de façonner le monde comme tu as envie. Le monde est une pâte à modeler dans les mains de la jeunesse, et c'est ce qu'on leur dit. C'est à toi de le façonner. Nous te donnons ce qu'on voit. On te partage ce qu'on voit dans les coulisses. Après, tu veux un monde de bazar, tu veux un monde de guerre, parce qu'on leur dit qu'il n'y a pas une guerre dans le monde qui ne démarre par quelqu'un qui s'affranchit des lois. On leur dit, si vous commencez dès aujourd'hui à vous affranchir des lois, vous êtes en train de semer les graines d'un monde de chaos, d'un monde de guerre, d'un monde de disputes. C'est votre monde, c'est beaucoup plus votre monde que le nôtre. Allez-y. Nous, on vous éclaire, la pâte à modeler est entre vos mains. Donc on leur donne quelques petites clés pour gagner du temps. La gageure, c'est de gagner du temps. Plus on les amène vers 13 ans, 14 ans, 15 ans, et mieux c'est. Parce qu'aujourd'hui, les âges sont trop bas. Et, Oui. et j'ai oublié quelque chose. En plus, le RGPD ne nous a absolument pas facilité la tâche avec cette espèce de majorité numérique qui veut tout et rien dire. Au lieu de trancher la chose, est-ce que les jeunes peuvent aller sur un réseau social, fixer un âge et dire oui ou non? Là, on a fait un espèce de mixte. Alors oui, ils ont le droit d'y aller, mais il faut leur accord parental pour traiter leurs données. Donc c'est un flou comme on voulait que l'utilisateur comprenne un truc pareil. Ils ont le droit, mais en même temps, ils n'ont pas le droit par rapport à leurs données à caractère personnel, mais ça ne les empêche pas de signer un contrat. Donc d'accepter donc les CGU. Donc tout ça, c'est vraiment un flou et il est vraiment temps que ça se simplifie. Eh bien, merci Diane et merci Adi pour ces réponses très complexes et encore bravo pour votre conférence.